Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 pour un nouveau défi de la vérité. Nous recevons aujourd'hui Louis Fouché. Bonjour. Bonjour Humbert, merci beaucoup de me recevoir. Merci d'être venu. Bien, merci. Et vous? Ouais. Comment allez-vous depuis le mois de novembre où vous nous aviez reçus à Marseille? C'est le match retour, si on peut dire. Oui, c'est ça. On est dans une drôle de période et en même temps, elle ouvre de très nombreux possibles. Il y a plein de failles qui sont en train de s'ouvrir dans nos institutions, dans le système qui est en train de s'effondrer. Et je crois qu'elles permettent de renouer du dialogue, elles permettent de se retrouver en lien les uns avec les autres et d'être féconds à nouveau pour créer une société désirable. Et donc pour moi, ça c'est extrêmement joyeux, même s'il y a beaucoup de travail. Alors le travail, justement, votre collectif Réinfo Covid a engendré beaucoup d'initiatives sur des terrains variés, que ce soit pour les enfants, pour le soin pur, sur le terrain juridique ou autre. Et parmi toutes ces initiatives dont on a évoqué certaines déjà sur France 3, il y en a une que vous pouvez nous présenter qui s'appelle Covid Soin. En quoi ça consiste exactement ? Ouais, merci de donner la parole à cette initiative. Juste, je voudrais rappeler que j'ai pas de conflit d'intérêt dans le Covid. Je gagne pas d'argent, au contraire, j'ai plus de salaire. J'ai pas de lien avec l'industrie de santé, les industries de médicaments ou les industries de la data. Et je suis indépendant sur cette chose-là. D'autre part, je voudrais juste reposer deux choses sur Réinfo Covid. C'est que l'intention, c'était de réunir tous ceux qui voulaient faire une politique sanitaire juste et proportionnée. Donc d'essayer de les mettre en lien. Et en ça, je pense qu'on a commencé à réussir. Et cette mise en lien a permis de proposer autre chose. Et c'était notre quatrième raison d'être, c'était proposer une autre politique sanitaire. C'est-à-dire arrêter de crier dans le désert, arrêter d'essayer d'invectiver le pouvoir en disant « bon, bah, regardez, votre truc marche pas à l'évidence, quoi. Est-ce qu'on peut faire autrement ?» Et plutôt que de lutter contre, on a essayé de travailler pour, d'être dans une logique constructive. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on cherche à faire vraiment? On cherche à montrer que Véran et Castex ont tort? Ou on cherche à ce que les gens soient bien soignés? Et ça, c'est un vrai travail qu'on a fait collectivement de revenir aux besoins fondamentaux, comme en communication non violente. Et se dire, non, ce qu'on veut, c'est sortir de cette crise, c'est que les gens aillent bien, c'est qu'on refasse société tous ensemble. Et à partir du moment où vous avez touché ça, avec le cœur, avec le ventre, bah vous êtes capable de mettre en action des choses extrêmement positives. Et de retrouver de la réconciliation. Parce que là, on s'en fiche, vax, pas vax, masque, pas masque, etc. On est tous d'accord, peut-être, qu'on a envie que les gens soient bien soignés et qu'on sorte de cette crise. Et donc, on a créé Covid Soin. Covid Soin, c'est quoi? À expliquer comme ça, dans un pitch de 4 minutes, c'est un réseau de soins pluridisciplinaire, donc avec plein de professionnels de santé, ambulatoire, donc ça veut dire que c'est en ville, c'est pas l'hôpital, avec des parcours patients, c'est un mot très administratif qu'adorent les agences régionales de santé, ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un fléchage du parcours du patient dans son soin qui va permettre la prise en soin préventive, curative précoce, curative tardive et de réhabilitation du Covid. Comment ça se fait en pratique? C'est un gros secrétariat, 5 groupes de travail avec des médecins, des soignants qui s'appellent Coviprev, Covicure, Coviréhab, Covisoignants, qui vont produire des contenus, donc des ordonnances, des fiches pour les patients, des fléchages, effectivement, des modalités de surveillance, des cahiers de suivi et de surveillance des patients, qui vont être en libre accès, qui sont des propositions, qui ne sont pas des recommandations, hein, on ne recommande rien, juste on travaille ensemble et on dit, en prévention, il y a tout ça qu'on peut faire, dans la consulte, c'est intéressant de travailler à tout ça, qui va mettre en place aussi des réseaux sociaux pour les soignants, pour qu'ils puissent discuter entre eux, c'est-à-dire que les médecins vont pouvoir échanger leur expérience et progresser, monter en compétences par leur retour d'expérience les uns avec les autres. Un réseau social pour les patients, pour qu'ils puissent discuter, raconter leur Covid, évacuer leur souffrance, leur stress, etc. Et à la fin, les unités pratiques, les mains dans le réel, c'est des petits groupes de soignants avec un généraliste, un infirmier ou infirmière coordinatrice, et puis une constellation de soignants qui va être variable en fonction des ressources locales. Si vous êtes au fin fond de la Creuse, ça va peut-être pas être tout à fait pareil que si vous êtes en région parisienne, mais où on va pouvoir avoir des sages-femmes, des kinés, des nutritionnistes, et puis en fait ce dont ont besoin les gens. Et on permet aux patients d'être soignés. Ça va, c'est compréhensible comme ça? Oui. Ouais. Tout ce qui est hors hôpital. Ça paraît très simple. C'est ce qu'auraient dû faire les ARS depuis plus de 30 ans maintenant, mais qui n'est pas organisé. Parce qu'on a continué à dire dans le Covid, paracétamol et bonne chance. On a continué à dire aux patients, non, mais vous allez vous débrouiller tout seul chez vous. C'est encore le cas aujourd'hui, on a des témoignages de gens qui ont commandé de Doliprane et ont prescrit, et puis on leur dit de rester chez eux. Et ils ne trouvent pas de médecins pour les soigner. Et ça, c'est une vraie question. Pourquoi les médecins ne soignent pas aujourd'hui? Parce que les recommandations, pour le moment, sont toujours à côté de la plaque par rapport à la réalité de la science. On est dans une bulle narrative qui n'a pas à voir avec ce qu'on connaît. Parce qu'il y a des choses qu'on connaît. Par exemple, l'idée que on peut faire de la prévention. L'idée qu'il y a le Covid au début, c'est plutôt le virus. Puis le Covid à la fin, c'est plutôt l'inflammation. Et puis il y a la réhabilitation. Il y a des Covid longs. Il y a des gens qui restent rincés pendant des semaines après le Covid.
eux, pour le moment, les internistes leur disent que c'est dans leur tête et ne les soignent pas. Le Covid, dans la deuxième partie au niveau inflammatoire, on est tous d'accord que les corticoïdes, l'oxygène, les anticoagulants, ça marche. On est tous d'accord, il n'y a même pas de discussion en fait. C'est pas comme les traitements antiviraux interdits dont on n'a pas le droit de parler sur YouTube, hein, vous savez. Non, là, on est d'accord. Et ces traitements-là, vous pouvez les donner par la bouche. Ça se passe en ville, ça n'a pas besoin d'être à l'hôpital. Vous pouvez donner de l'oxygène avec un prestataire de services en oxygène. Je prends mon téléphone, moi médecin ou infirmier coordinateur, j'appelle une pharmacie ou si j'ai le numéro directement un prestat d'oxygène. Le type arrive dans les 5 heures qui suivent maximum pour installer l'oxygène. Le week-end, jour férié, tous les jours. Et jusqu'à 4 ou 5 litres, c'est pas un problème. Et ces gens-là, potentiellement, ils vont passer avec ça et ils iront jamais à l'hôpital. Et donc l'hôpital ne sera pas saturé. Et donc ensuite, les réanimations ne seront pas saturées. Et donc ensuite, vous serez libre. Vous comprenez? Donc si on traite les gens en ville, en fait, on améliore l'ensemble du système. Ça, pour nous, c'est l'agir juste. Alors, il y a 2 objections. C'est que tous les soignants qui sont impliqués là-dedans, ils sont en exercice, ils ne sont pas suspendus. Vous avez... Comment vous les avez réunis? Il y a des soignants qui sont en exercice, et donc eux sont dans le système standard de la Sécu. L'ensemble de Covid Soins, pour le moment, est bénévole. Hein, tout ça, et encore une fois, en termes d'éthique, si vous voulez, il n'y a pas un rond. On fait tout avec nos moyens du bord, et comme on peut. Actuellement, il y a 120 médecins qui œuvrent dans Covid Soins. Dans Réinfo Covid, il y a plus de 3800 médecins. Et vous avez raison, il y en a un certain nombre qui ont suspendu, qui ont peur de soigner quand même. Et un certain nombre qui ont peur tout court, de l'ordre des médecins, des ARS. Parce qu'il faut savoir que le niveau de violence exercé par ces administrations est très important sur les soignants. C'était ma deuxième objection, justement, comment tout cela peut s'articuler avec la technostructure qui exerce une mainmise sur la santé. Et est-ce que tout ça est très encadré juridiquement sur le terrain disciplinaire aussi? Vous allez pas créer des ennuis? On est convaincu que c'est juste, que soigner les gens, c'est juste. Et c'est un constat de réalité. Quand les gens appellent des médecins de Covid Soins qui se font soigner, qu'on les suit ensuite, qu'on les surveille, et ça c'est très important de surveiller les patients. Hein. Beaucoup de gens qui ont des énormes peurs, en fait, où tout l'inconscient collectif de peur qui a été dégagé pendant un an et demi réapparaît au moment du Covid. Et ils ne font pas des formes graves, mais par contre, ils peuvent être dépressifs, ils peuvent même avoir des idées suicidaires. Et juste d'être ensemble avec quelqu'un qui va les appeler tous les 2 jours, ça leur fait du bien. Pour les personnes âgées, on a des citoyens de Réinfo Covid qui aident, qui vont livrer des repas, qui vont juste appeler des gens qui sont tout seuls. Rien que ça, ces personnes âgées, elles n'iront pas à l'hôpital. Et les liens qui vont se tisser au passage, peut-être qu'ils vont perdurer au-delà de la maladie. Donc pour nous, c'est un cercle extrêmement vertueux et on est persuadé que ce qu'on fait, c'est juste. Donc les questions administrativo-techniques, en fait, moi je m'en contrefous. C'est l'administration qui doit s'adapter au réel. Ce n'est pas le réel qui doit s'adapter à l'administration. Sinon, on est dans une technocratie, ça veut dire le pouvoir appartient à des technocrates qui ont rapté la capacité d'agir et qui mettent les gens en situation d'impuissance systématique. Moi, maintenant, je refuse cette situation d'impuissance systématique. Au contraire, je pense que c'est à nous de transformer le réel, et c'est ce qu'on fait. Donc, est-ce qu'il y aura des emmerdements judiciaires? Vous savez quoi, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a plutôt des ARS qui sont venus nous voir et qui ont dit on aimerait bien faire ce que vous faites, c'est chouette, ça marche bien, ça a l'air vraiment super. Mais on se fait taper sur les doigts par le ministère. Bon, je crois qu'il est temps que les directeurs d'ARS prennent leur envol et que eux aussi disent, vous savez quoi, le ministère nous dit n'importe quoi, maintenant on le fait, on a envie de prendre soin des gens. Que ces ARS, à tout le moins, pourraient faire quelque chose, et là c'est une proposition que je fais aux ARS, je ne sais pas où est la caméra, mais je me tourne directement vers eux en face caméra. Et peut-être qu'il serait intéressant de faire des commissions de réflexion plurielle sur la politique sanitaire, comme un retour d'expérience. Vous savez, ce que font toujours les militaires quand il y a quelque chose qui s'est passé, ils font un retex pour essayer de faire mieux le prochain coup. Peut-être qu'on est au moment où on peut faire un retex et dire, et si on faisait différemment? La politique consistant à ne faire que vacciner, à l'évidence, est un échec. Peut-être qu'il faut soigner les gens. Comment on fait pour mettre en place une organisation des soins? Et nous, l'organisation qu'on propose, elle n'est sûrement pas parfaite, mais elle permet de décharger l'hôpital d'autant. Et vous prenez l'ensemble des patients, on est à peu près à 5000 patients jour soignés par Covid Soins, pas négligeable. Et il y a sans aucun moyen. Imaginez que l'ARS mette un tout petit coup de pouce, on passerait à peut-être 150 000 médecins qui soignent comme ça. Vous n'avez plus de problème de surcharge hospitalière. Ouais. Et est-ce que ça vient pas un peu tard, ou en tout cas à contre-temps, alors que peut-être, on ne peut pas savoir de quoi l'avenir est fait, mais peut-être que le Covid est en train de s'éteindre doucement et qu'il y aura sans doute des vaguelettes
c'est déjà le cas d'ailleurs, disent certains, mais est-ce que... que deviendra Covisoin dans l'ère post-Covid? Ouais, l'ambition de Covisoin, c'est que l'épidémie s'arrête. Donc pour moi, c'est plutôt une très bonne nouvelle si ça devient inutile. Exactement. Par contre, le réseau qui aura été tissé, et cette façon de réfléchir là à des parcours patients en ville pluridisciplinaires qui réunissent plein de professionnels de santé autour de l'enjeu du patient lui-même, et pas un patient qui doit être dans la maison des fous, vous savez, comme dans l'Astérix, à essayer de trouver où est-ce qu'il va se faire soigner et à ne plus trouver de soignants. Donc remettre à disposition les soignants, aux patients les soignants, je crois que cette logique-là, elle peut perdurer derrière, que le modèle, il est pérenne. Et l'idée, c'est que Covisoin se transforme en haut-petits-soins, haut accent circonflexe petits-soins, et qu'il y ait des groupes de hauts-petits-soignants un peu partout qui soignent toutes les maladies, qui fassent des groupes de travail pour proposer des parcours patients, des fiches d'information, du travail réseau, de l'échange sur des réseaux sociaux autour de l'hypertension, autour du surpoids, autour du diabète, autour des maladies de société qu'on a tous, autour de la dépression, de l'anxiété. Et qu'en fait, ce réseau-là permette de tisser ce qu'on appelle la médecine intégrative, qui, à mon avis, est la médecine de demain. On vous vend que la médecine de demain, c'est la médecine numérique sans soignants. Je crois que c'est l'exact inverse qui est vrai. Je pense que cette médecine-là, c'est une médecine saut 19e siècle, saut 20e siècle, et qu'elle est vouée à s'effondrer, qu'elle ne profite qu'à des multinationales de la data et du médicament, et que le destin de l'humain, c'est pas d'être soigné par un médicomaton dans un Leclerc, et de tirer la langue et comme ça, de rentrer 3 trucs dans l'algorithme, et qu'à la fin, vous ayez une ordonnance signée Pfizer qui vous dit « tiens, prends ça ». Ça, je crois pas que ce soit vrai. On n'est pas fait pour être un rouage d'une machine ou d'un système technique. On est fait pour être entre frères et sœurs humains qui se serrent les coudes quand il y en a un qui ne va pas bien. Et profondément, ce qui soigne, c'est le lien. C'est la présence de l'autre. Et je vous le dis encore une fois, dans cette maladie, j'ai eu de très nombreux patients, et je continue à soigner, moi. C'est-à-dire que on va reparler peut-être un peu de ce qui m'arrive, mais l'exercice légal de la médecine. Non, je reste docteur en médecine. Je ferai pas d'exercice. Je suis encore inscrit à l'ordre des médecins, donc je ne fais pas d'exercice illégal de la médecine. Je fais des actes gratuits. J'ai le droit de faire des actes gratuits. Les médecins, même retraités, ont le droit de faire des actes gratuits, c'est-à-dire soigner leurs proches ou leur famille sans rémunération. C'est mon cas. Je ne suis pas rémunéré. Et d'autre part, je soigne dans le contexte de l'urgence, sur une demande des patients eux-mêmes. Et ça, il n'y a aucun juge qui peut dire que je n'ai pas le droit de soigner dans le contexte de l'urgence. Si quelqu'un tombe en bas, je vais le soigner, même si je ne suis plus inscrit à l'ordre. C'est mon devoir moral. En grec, on appelle ça déon. Déon, c'est ce que je dois faire. Et c'est la déontologie de base. Donc il ferait beau voir que je sois attaqué par le Conseil de l'ordre en faute déontologique pour cette affaire-là. Non, moi je me fais aucune crainte là-dessus. Encore une fois, je suis convaincu que ce qu'on fait est juste. Et sur cette file active de 4 ou 5 patients que je soigne par jour, finalement, là, sur le variant Omicron, effectivement, il n'y a pas de forme grave, quoi. Et le traitement qu'on fait marche bien. Mais par contre, il y a une détresse morale. Il y a vraiment de l'anxiété qui est très importante. Et ça, il y a beaucoup de médecins aujourd'hui, on s'en fiche, quoi. Rien, les gens géreront. Mais non, ça fait partie du soin que d'écouter l'anxiété, d'avoir une écoute empathique, de l'accueillir et de permettre aux gens de enfin, il y a quelqu'un qui me soutient. Le simple fait de l'exprimer fait exactement, mieux. Les gens vont déjà mieux et disent ça va, en fait ça va passer, je ne vais pas mourir. Alors vous avez mentionné que dans les ARS, vous trouviez un écho inattendu, peut-être modeste pour l'instant, ou un peu diffus, ou un peu sous le manteau. Mais ailleurs, on l'a vu sur le terrain médiatique et sur d'autres, on a le sentiment qu'en ce moment, au moins dans le discours, il y a des lignes qui bougent, des mythes qui s'effritent. Et vous-même, vous en avez fait l'expérience en étant invité à témoigner au Sénat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? À côté du Sénat, pas vraiment directement au Sénat, effectivement. Par des parlementaires, ça reste, pas dans un cadre officiel, mais discret pour le moment. Vous pourriez considérer que c'est une sorte de lobbyisme, mais comme j'ai rien à vendre et qu'il n'y a pas de profit derrière, enfin, ça ne peut pas s'appeler lobbyisme en fait. C'est juste d'une idée. Les parlementaires, les sénateurs, certains directeurs d'ARS, certains directeurs d'établissements scolaires, en fait, tous les gens qui gèrent l'administration et la haute administration, hormis certains directeurs de CHU qui sont devenus fous et qui, eux, sont là juste pour détruire les CHU. Je ne donnerai pas de nom, mais suivez mon regard vers Paris et Marseille. Eux cherchent un conseil, cherchent à ouvrir une discussion. Et en fait, c'était l'ambition dès le départ de Réinfo Covid, de dire on va servir de chambre d'écho médiatique à une voix dissonante. Et le but, c'est ensuite de recréer du lien, d'aller rediscuter ensemble directement dans la ville, de prendre place dans la ville, dans la société et dans les institutions pour les aider à se transformer, parce qu'elles doivent se transformer. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a 1 an et demi, c'était pas possible, parce que tout le monde était braqué, qu'on était en train de trembler. Je crois qu'à la fois la détente sur Omicron,
le fait qu'on voit que c'est pas si grave, à la fois l'échec de la narration médiatique, d'essayer de monter les gens les uns contre les autres, les vax contre les non-vax, les masques contre les non-masques. C'est un échec. Au fond, nous avons envie d'être ensemble, peu importe notre statut vaccinal, notre statut masqué ou pas. On a envie de refaire société ensemble. Donc ça ne marche pas. La radio-télévision des 1000 collines, Altis, etc., n'a pas réussi à ce qu'on s'entredécoupe à la machette. Voilà, merci. Et ça permet que le dialogue se réouvre. Et là, c'est une vraie invitation que je fais. Hein. S'il y a des directeurs d'ARS qui veulent nous appeler et comprendre ce qu'a fait Covid Soin et ce qu'on est en train de faire, vous passez par François, vous demandez le numéro, on discute dans l'après-midi même, il n'y aura pas de problème. Et on ne sera peut-être pas d'accord, mais en tout cas, ça ouvrira des possibles. Et on mettra à disposition tous les contenus qu'on a faits, de propositions thérapeutiques, de parcours patients, de fléchage patient, de fiches pour les patients, d'aide au suivi, voilà. Donc tout ça est en train de se réouvrir, et y compris avec les sénateurs. Et ce qui est intéressant, c'est quand on discute avec les sénateurs, et là les gens doivent s'en rendre compte, c'est qu'ils sont comme nous il y a 1 an et demi, dans une sorte de situation d'impuissance systémique majeure, en disant mais on ne sait pas quoi faire. Les autres sénateurs autour de nous sont comme hypnotisés, ils sont comme devenus fous, ils veulent s'accrocher à un truc qui n'a pas de sens. En fait, c'est vrai à tous les étages. C'est vrai dans l'armée, c'est vrai dans le Sénat, c'est vrai dans le Parlement. L'immense majorité des gens est perdue. Une partie est perverse et tient quelque chose de fou, et c'est ceux que vous entendrez le plus. Suivez mon regard à l'Assemblée dans ceux qui parlent. Ce sont des pervers paranoïaques qui servent une autre mission que le bien commun. Voilà. Ce qui doit leur arrivera en leur temps. Mais l'immense majorité, elle cherche plutôt le bien commun. Et là-dedans, il y a des gens qui petit à petit comprennent qu'il y a un problème et se dégagent du système et essayent de faire autre chose. Je crois que la première chose à faire, c'est de pouvoir se reparler. Donc encore une fois, si dans les circonscriptions administratives, les gens veulent créer des commissions de réflexion plurielle de retexte de la crise sanitaire, je crois que c'est très sain. Et qu'on ne soit pas d'accord, et qu'on se rentre dedans, mais qu'on ne se mette pas des étiquettes, des complotistes, des machins, des trucs. Non, on n'est juste pas d'accord sur la stratégie, mais sur le fond, on est d'accord. On a envie que les gens aillent bien. Et sur le fond, on va être d'accord sur encore autre chose, c'est que cette crise a mis au jour une crise systémique beaucoup plus profonde que la crise sanitaire. C'est une crise de la science, c'est une crise de la médecine, c'est une crise de l'aide sociale, c'est une crise médiatique et du journalisme et de la vérité, c'est une crise monétaire et sociale. Les gens deviennent de plus en plus pauvres, la monnaie n'est plus là pour faire de fluidifier nos échanges et s'entre-enrichir les uns les autres. C'est en fait une crise systémique qui nécessite que notre système entier se change. Et avec Info Covid, même si vous avez un conseil scientifique indépendant qui se réunit toutes les semaines, vous essayez de mettre en œuvre cette approche transversale. Les gens ont beaucoup d'ailleurs saturé ou été exaspérés par l'omniprésence médiatique des médecins, pardon pour le fait que vous soyez inclus là-dedans, mais au-delà des positions, je parle, il y a une approche différente. Vous avez un regard justement pluridisciplinaire, vous avez aussi fait des études littéraires, c'est le cas aussi d'ailleurs du professeur Raoult, ironiquement. Vous pensez qu'on a manqué justement, que un des symptômes de cette crise a été un prisme médico-médiatique unique et qu'on a manqué de solliciter des avis de philosophes, d'artistes, de tous les pans de la société qui étaient concernés. On a vraiment besoin de ces regards-là. C'est partie de ce que Henri Laborie et Edgar Morin ont appelé la pensée complexe. C'est-à-dire que pour appréhender le monde, si je veux le dire c'est rouge, c'est orange, c'est vert, vous savez, et ça c'est ce que fait McKinsey. C'est-à-dire, t'es vax, t'es pas vax, t'es complotiste, t'es pas complotiste, t'es masqué, t'es pas masqué. C'est trop simpliste. La réalité est plus complexe que ça. Et pour revenir à la pensée complexe, c'est cette idée que tout seul, je peux pas avoir raison. Ça va toujours être plus compliqué, plus complexe que ce que je pensais moi. Et donc, dès que je discute avec quelqu'un d'autre, ça m'ouvre des possibles, ça m'ouvre des regards. Par contre, ça va être dur à résumer. Vous pourrez pas faire un titre et une manchette d'une ligne et puis une punchline en disant Fouché il est comme ça. Ah ouais, ça non, c'est pas possible. Et en même temps, plus on gratte, plus le fait d'aller chercher la pensée complexe, ça crée ce lien dont on parlait, ce dont on a besoin pour faire société ensemble. Donc effectivement, l'objectif, c'est vraiment la transdisciplinarité. Donc nous, on a des artistes, des chercheurs, des universitaires, des médecins, des citoyens, des parents d'élèves, des hauts fonctionnaires, des directeurs d'ARS. Et tout ça, c'est complémentaire. Tant mieux, en fait, c'est très bien. Et c'est très bien s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Au contraire, le dissensus est une richesse. Et en science, c'est la base.
Le progrès scientifique ne vient que du dissensus. La science est par nature au départ réactionnaire. La majorité du groupe cherche à tenir le modèle théorique qui tenait jusqu'ici. Et puis il y a un outlier, une espèce d'électron libre qui va arriver et qui va dire non, mais en fait, regardez ce truc-là, vous n'y avez pas pensé. Ah, il a raison. Bon. Et on va remettre sur le métier le modèle théorique et dire ça ne suffit pas. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est toujours une minorité qui fait progresser la majorité. Il y avait samedi une réunion d'intellectuels italiens qui venaient à la rencontre de différentes figures de cette résistance française sur tous les terrains. Vous y êtes intervenu et vous avez justement dressé un panorama de vos actions et réflexions, comment les deux s'articulent. Et vous avez précisé votre position sur la non-violence qui parfois peut être mal comprise, mal perçue ou ambiguë. Donc on mettra la vidéo en lien pour ceux qui veulent la regarder dans l'intégralité, mais il y a un passage qui m'a marqué où vous expliquez en utilisant votre métaphore de l'aïkido qu'il fallait ne pas affronter l'adversaire, mais en tout cas pas frontalement, mais chercher des moyens détournés de s'y confronter ou d'y résister. Mais est-ce que quand vous dites que, par exemple, Emmanuel Macron, Jean Castex ou Anthony Fauci ont plus fait pour leur future condamnation par l'histoire ou par la justice que tout ce qu'on pourrait faire, et que vous mentionnez que Anthony Fauci sera victime de pendaison, vous n'avez pas peur que ce genre d'extrait vous revienne en boomerang et qu'on vous accuse d'être un factieux violent qui appelle à des actes terroristes, à des vendettas, à la peine de mort? Comment vous prenez, au-delà du petit jeu médiatique de prendre un extrait, est-ce que vous pouvez préciser votre position sur l'action et la non-violence? Merci de convoquer ça, parce qu'en fait la non-violence souvent est mal comprise. Moi je me revendique d'une non-violence gandhienne, clairement, et tout le Réinfo Covid se revendique de ça aussi. Et cette posture de non-violence, ça ne veut pas dire que vous allez rester par terre à vous laisser taper dessus. C'est-à-dire que vous allez accepter l'idée du rapport de force. Vous acceptez aussi l'humour. C'est-à-dire que de temps en temps, vous êtes capable de dire un mot qui n'engage pas l'ensemble de votre pensée, mais qui est un trait d'humour justement pour signifier que peut-être, c'est pas un problème. Pour ce qui est des gens qui censément nous représentent, mais qui en fait sont au service de puissance d'argent, je crois que c'est juste un fait. Je ne fais pas de jugement de morale ni rien. Je pense que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ont creusé assez efficacement la fin de leur carrière. Bon, ça, j'ai le droit de le penser, et ça ne veut pas dire que je leur souhaite ni rien, je le constate. Mais effectivement, la non-violence et le non-agir, vous avez besoin de convoquer la réflexion sur la non-violence, c'est la réflexion de la permaculture. Le non-agir, c'est ne pas mettre votre énergie au mauvais endroit. Quand ça résiste fort, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Vous voulez dénoncer aujourd'hui tous les mensonges, etc. Vous prenez de la censure, vous prenez des fact-checkers qui vous disent non, vous êtes complotiste, etc. Ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas comme ça que vous allez réunir les gens. Vous êtes juste en train d'essayer de sortir votre colère à vous. Mais quel est votre objectif profond? Si mon objectif profond, c'est de remettre en lien les gens, je reprends les raisons d'être de Réinfo Covid, et de construire autre chose, une autre politique sanitaire et une autre société, en fait, ça ne sert à rien que j'aille gueuler contre le système. Il faut que je construise directement autre chose. Il faut que je fasse Covid-soin. Aujourd'hui, il y a des gens qui... Je vais vous donner un autre exemple. Je ne peux plus aller à la bibliothèque municipale. Je peux faire un procès. Je peux essayer de tenir contre vents et marées. Je peux essayer de rentrer par effraction dans la bibliothèque. Je peux aller gauler des bouquins à la bibliothèque. Tout ça, c'est possible. Mais je peux aussi faire une petite lettre avec un beau logo où je marque « Livre ensemble », avec un jeu de mots sur vivre ensemble, et je la mets juste dans la boîte aux lettres de tous mes voisins. Vax, pas vax, passe, pas passe, on s'en fiche. Et en disant, rendez-vous toutes les 2 semaines, le jeudi soir, de 18h à 19h30, vous amenez 10 bouquins et BD que vous avez bien aimés, et que vous avez envie qu'on partage, et avec nos enfants aussi. Et là, si vous faites ça, vous êtes dans l'agir juste. Il n'y a pas de violence, et vous allez directement à l'objectif que vous cherchez à faire. Et pour autant, vous êtes en train de transformer le système de manière extrêmement profonde en faisant ça. Mais vous avez aussi parlé. Voilà. Et après, il y a une deuxième jambe de la non-violence qui est, mais si le système ne vous laisse pas faire, qu'il y a un fil de rappel élastique qui vous empêche de faire, comme vous me disiez tout à l'heure, mais les contraintes administratives, judiciaires, Covid-soin, est-ce que vous avez vraiment le droit, ma foi? D'une part, vous pouvez dire, ça n'existe pas, en fait, je m'en fiche, quoi. C'est une convention. Et puis quand je serai rattrapé, on verra bien. Je ne suis pas obligé de toujours contrôler et prédire.
Je peux ressentir et m'ajuster. Et ça, c'est le changement de paradigme profond de la non-violence, c'est dire, je ne veux pas contrôler et prédire, je veux ressentir et m'ajuster. Si le type d'en face m'allonge un pain dans la figure, je vais ressentir assez fort et je vais m'ajuster. Je vais esquiver, je vais lui parler autrement ou je vais m'enfuir. Et la deuxième jambe de la non-violence, c'est ce qu'on appelle l'action directe. Alors justement, au niveau terroriste. Ça, un écho, et le terme terroriste. lui-même est très connoté sur le terrorisme. Mais vous avez oublié le terme terroriste. Et il y a plein de gens qui ne le connaissent pas, donc c'est très bien. Mais c'est comme ça que ça a été dit dans les textes. C'est vous pouvez agir sur la matière. Je donne un exemple d'un jardin partagé qui est pas très loin de chez moi. Je ne donnerai pas de nom pour éviter des embêtements, mais ils étaient tellement convaincus que c'était juste ce qu'ils faisaient, qu'ils n'ont rien demandé à personne. Ils ont planté des arbres. Et ils ont invité les gens à venir. Pourtant, ce terrain était en vente. Et il y avait toute une partie de la copropriété qui voulait le vendre pour gagner de l'argent. Ils l'ont fait quand même. Maintenant, le terrain est inconstructible. Ils ont gagné. Mais au départ, ce qu'ils faisaient était illégal. Et certains ont vu ça comme une violence. C'était juste une transformation de la violence. On est à frottement dur, en fait, les uns avec les autres. Est-ce qu'on arrive à un moment à prendre ce truc-là et à dire « je l'emmène ailleurs » ? Si des gens arrivent à la limite de ce qu'ils peuvent vivre, je ne pourrai plus survivre là comme je fais, parce que mon resto ne peut plus vivre comme ça. Et je ne suis pas d'accord en même temps. Est-ce que je vais me coucher par terre et me laisser mourir, ou est-ce que je vais ouvrir quand même mon restaurant et faire venir des gens sans passe? Mais là, il faut le faire intelligemment. Mon grand-père me disait, tu peux faire des conneries, mais il faut les faire bien. Donc si j'ouvre un restaurant sans passe, je fais venir tous les médias. Je fais un resto anti-Covid. Je fais avec des grands chefs, je fais des menus anti-Covid spécialement. Je respecte toutes les normes de distanciation physique. Il y a des pousse-mousses de gel hydroalcoolique partout. J'en profite pour mettre une table pour les députés, pour le préfet. Il y a toujours 3 tables prêtes pour les gendarmes, les pompiers, les policiers. Voilà, elles sont prêtes. Elles sont gratuites. Vous êtes invités gratuitement. Vous mettez un cordon d'artistes parce que vous dites les artistes sont en train de crever, pas seulement soignants. Donc on va faire des représentations théâtrales devant le restaurant tous les jours. Et on va leur permettre de vivre en faisant passer un nouveau modèle économique au chapeau, dans le don. Et une partie sera en monnaie locale. Et je ne me mettrai qu'au seuil de pauvreté en termes d'euros pour payer mes charges. Mais tout le reste sera du domaine du troc, de la monnaie locale, de l'échange du don gratuit. Si vous faites ça comme ça, il y a des chances que ce soit inarrêtable. Que les policiers, pour rentrer, doivent franchir le cordon du public que vous avez convoqué tous les jours à voir le spectacle. Qu'ensuite, ils doivent franchir les artistes. Qu'ensuite, ils rentrent dans le resto et on les invite à manger. Et on leur dit, regardez, on respecte toutes les règles. Sauf le pass, parce qu'on n'est pas d'accord. Qu'on ne veut pas stigmatiser la population. Vous avez déjà prévu les condamnations que vous allez avoir. Vous avez des avocats qui sont prêts à travailler. Vous avez fait une caisse qui vous finance. Là, vous pouvez le faire. Et certains vont dire, ah, c'est violent, ils ne respectent pas le pass. Non, ça c'est de l'action directe de la non-violence. C'est compréhensible comme stratégie ? Tout à fait. Voilà. Ça rejoint ce que disait Michel Maffezoli qu'on a reçu récemment, qui parlait des libertés interstitielles qui se créent. Exactement, c'est dans les failles. Et ça c'est vraiment l'idée de l'aïkido. Vous cherchez la faille de l'adversaire et c'est à cet endroit qu'il y a l'énergie. Ça rejoint Spinoza en philosophie, c'est où est-ce qu'il y a de la joie ? Où est-ce qu'il y a une émotion positive ? Si c'est dur ce que vous faites, que vous ramez, que c'est compliqué, n'y allez pas, ça sert à rien. Si par contre, vous avez plein d'énergie, vous êtes allez, on y va. Et ça peut être pour un fait le même. Pour vous, vous allez avoir plein d'énergie pour faire un procès, allez-y. Pour moi, ça me plombe, quoi. Je préfère faire un truc joyeux et aller faire une manif avec les gens parce que c'est chouette. Alors justement, on a publié récemment un article avec des témoignages de soignants suspendus qui décrivaient tous ces embryons de monde d'après qui naissent, qui se créent, leur enthousiasme et leur joie à bâtir des sociétés parallèles, à créer, à trouver des ressources insoupçonnées pour une nouvelle vie qu'ils n'avaient pas choisie initialement, qu'ils ont subie. Mais d'un autre côté, beaucoup confiaient aussi leur profonde amertume, certains une détresse matérielle, psychologique. Et hier se tenait à Paris une conférence de presse qui réunissait politiques, soignants, suspendus et artistes aussi. Vous, personnellement, et puis autour de vous, comment est-ce que vous vivez cette période de suspension où on a été
privé, vous avez été privé en tant que soignant de votre vocation. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui n'ont pas forcément les ressources que vous évoquez pour se lancer dans la permaculture ou des bibliothèques partagées ou d'autres initiatives ou Covisoin ou autre. Effectivement, il y a énormément de souffrance autour de nous et ça devrait convoquer la part empathique de l'humain. Vous avez entendu cette histoire de quelqu'un qui est mort dans la rue et resté 9 heures sans que personne ne s'en occupe. On en a fait un article, oui. Peut-être qu'on en est là dans notre société et que ça va pas. Qu'il y a besoin de regarder en face ce qu'est la souffrance, d'accepter que y en a. Ouais, effectivement, il y a des gens là, ils n'ont plus un rond, ils ne savent pas comment survivre. Il y a des gens qui, ne sachant pas comment survivre, sont allés se faire injecter en pleurant, contre leur gré, dans une extorsion de consentement. On n'est pas du tout dans le consentement libre et éclairé. Avec le sentiment d'être violé, disent exactement, ouais. Ça, c'est une réalité et il va falloir l'accueillir. Il va falloir donner de l'empathie. Et pour moi, c'est le premier mouvement, c'est de se mettre en lien avec d'autres gens pour déplorer, pour juste poser cette tristesse-là, pleurer ensemble, comme dans un deuil. Mais on ne peut pas en rester là. Donc vous avez beaucoup de groupes qui se constituent et qui font ça, qui sont des fils Telegram de déploration. Ils s'envoient les nouvelles glauques, voilà. Et ils ne passent pas à autre chose. Ils trouvent de l'énergie à se mettre ensemble, mais ils en perdent à nourrir de l'agir qui n'est pas juste, à mon avis. L'étape d'après, c'est de se voir en présentiel. L'étape d'après, c'est ensemble, ça y est, on est peut-être puissant à agir contre le système, ou pour aider quelqu'un d'autre. Là, ce serait déjà meilleur. Donc, vous avez des artistes qui font des caisses pour essayer de trouver de l'argent pour financer des soignants suspendus. Mais ils sont en train d'essayer une réparation, d'essayer d'être un sauveur quelque part de gens qui seraient des victimes. Et ça, pour moi, ce motif-là psychologique, c'est le triangle de Karpman, de la victime, du bourreau et du sauveur. Je ne le développerai pas aujourd'hui, mais à mon avis, il n'est pas sain. Il faut réussir à en sortir à un moment. Et pour en sortir, c'est... Je ne peux plus soigner, mais attendez, moi, je soigne 5 personnes par jour, là. J'apprends, en termes de soins, beaucoup plus que tout ce que je savais déjà en réanimation. Je développe un réseau de soins, Covisoin, avec d'autres gens. Je soigne par la parole, avec d'autres, juste par le soutien qu'on se donne les uns aux autres. Par le fait de travailler sur la nutrition. J'ouvre d'autres possibles. Moi, je faisais de la noradrénaline, j'intubais les gens, je les mettais sous respirateur et mettais une machine de dialyse. Je commence à réaliser qu'en se nourrissant un peu plus correctement, en étant dans la joie, je peux éviter d'être malade et faire de la prévention. Et si j'investissais ce domaine-là, donc on a tout un champ, là, dans Réinfo Covid, qui aide à une transition professionnelle. À dire, mais peut-être c'est une chance. En fait, ça fait longtemps que j'aurais dû me tirer de ce système qui était devenu inhumain et qui ne servait plus à soigner les gens, mais à les rendre malades. Donc, et ça, c'est pas vrai qu'en santé. Hein. Il y a beaucoup de gens, journalistes, instits, qui sortent et qui commencent à faire un truc de bien-être, je sais pas quoi, du coach santé ou autre. Ça me semble assez sain, en fait. Ils réinvestissent là où il y a un vrai besoin. À condition donc de ne pas rester seul, mais de je pense que c'est le premier truc d'arriver à crier à l'aide, à admettre que tout seul je peux rien faire. Et ça, c'est pas facile parce qu'on nous a mis dans l'idée que tout seul on avait tous les pouvoirs si on avait le bon iPhone et qu'on avait pris le bon abonnement. Et en fait, là, vous vous retrouvez en impuissance systématique. Et dès que vous vous mettez avec d'autres, vous retrouvez de la fécondité culturelle, on va dire, de la créativité, et en plus de la puissance d'agir sur le réel. Et si en plus cet agir-là, il est orienté sur le monde que vous voulez, tout change. Par contre, ça veut dire qu'il y a du boulot. Reconstruire une société, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Mais il y en a qui vont trouver leur place dans faire une monnaie locale. D'autres qui vont structurer un réseau de troc. D'autres qui vont structurer un réseau d'entraide pour les personnes âgées. Et on a tous les outils pour structurer du réseau, justement, pour retisser du lien. Et on a tous les outils aussi pour qu'il n'y ait personne qui n'ait pas à manger, pour qu'il n'y ait personne qui ne puisse pas se loger, pour qu'il n'y ait personne qui soit tout seul. Eh bien, merci beaucoup, Louis Fouché, d'être venu nous partager ce message d'espoir et nous expliquer toutes vos actions. Merci beaucoup, Humbert. Merci beaucoup à François pour tout ce que vous faites. Vous êtes un phare dans la nuit pour beaucoup de gens et c'est très important de montrer la voie, vous aussi. Vous êtes en train de reconstruire un média libre, indépendant et qui amène une vision sur le réel et pas en train de raconter une histoire, une bulle narrative de mensonges à tout le monde en vue d'argent. Donc pour ça, je suis extrêmement reconnaissant et je crois que vous tracez la route autant que Covisoin, vous dans votre domaine qui sont les médias, Covisoin dans le domaine du soin, Éducol et Enfance et Liberté dans le domaine des écoles. En fait, de tous les côtés, c'est en train d'arriver. Il y a du travail, mais c'est très joyeux de reconstruire un monde meilleur. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce défi de la vérité. Sur France Soir, n'hésitez pas à réagir, commenter et le partager. Et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.